Nous sommes membres du Collège des autrices et des auteurs de la Sophia et nous avons choisi le grand cahier d'Agatha Christophe pour le quart d'heure de lecture nationale. L'arrivée chez grand-mère. Nous arrivons de la grande ville, nous avons voyagé toute la nuit. Notre mère a les yeux rouges. Elle porte un grand carton et nous deux chacun une petite valise avec ses vêtements, plus le grand dictionnaire de notre père que nous nous passons quand nous avons les bras fatigués. Nous marchons longtemps. La maison de grand-mère est loin de la gare, à l'autre bout de la petite ville. Ici, il n'y a pas de tramway, ni d'autobus, ni de voiture. Seuls circulent quelques camions militaires. Les passants sont peu nombreux. La ville est silencieuse. On peut entendre le bruit de nos pas. Nous marchons sans parler, notre mère au milieu, entre nous deux. Devant la porte du jardin de grand-mère, notre mère dit « Attendez-moi ici ». Nous attendons un peu, puis nous entrons dans le jardin. Nous contournons la maison, nous nous accroupissons sous une fenêtre d'où viennent des voix. La voix de notre mère. Il n'y a plus rien à manger chez nous, ni pain, ni viande, ni légumes, ni lait, rien. Je ne peux plus les nourrir. Une autre voix dit « Alors tu t'es souvenu de moi. Pendant 10 ans, tu ne t'étais pas souvenu, tu n'es pas venu, tu n'as pas écrit. » Notre mère dit « Vous savez bien pourquoi. Mon père, je l'aimais, moi. » L'autre voix dit « Oui, et maintenant tu te rappelles que tu as aussi une mère. Tu arrives et tu me demandes de t'aider. » Notre mère dit « Je ne demande rien pour moi. J'aimerais seulement que mes enfants survivent à cette guerre. La grande ville est bombardée jour et nuit, et il n'y a plus de nourriture. On évacue les enfants à la campagne, chez des parents ou chez des étrangers, n'importe où. » L'autre voix dit « Tu n'avais qu'à les envoyer chez des étrangers, n'importe où. » Notre mère dit « Ce sont vos petits-fils. » Mes petits-fils? Je ne les connais même pas, ils sont combien? Deux. Deux garçons. Des jumeaux. L'autre voix demande « Qu'est-ce que tu as fait des autres ?» Notre mère demande « Quels autres ?» Les chiennes mettent bas 4 ou 5 petits à la fois, on en garde un ou deux, les autres on les noie. L'autre voix rit très fort. Notre mère ne dit rien et l'autre voix demande « Ils ont un père au moins ? Tu n'es pas marié, que je sache, je n'ai pas été invité à ton mariage. » Je suis marié, leur père est au front, je n'ai pas de nouvelles depuis 6 mois. Alors tu peux déjà faire une croix dessus. L'autre voix rit de nouveau. Notre mère pleure. Nous retournons devant la porte du jardin. Notre mère sort de la maison avec une vieille femme. Notre mère nous dit « Voici votre grand-mère. Vous resterez chez elle pendant un certain temps, jusqu'à la fin de la guerre. » Notre grand-mère dit « Ça peut durer longtemps, mais je les ferai travailler, ne t'en fais pas. La nourriture n'est pas gratuite ici non plus. » Notre mère dit « Je vous enverrai de l'argent. Dans les valises, il y a leurs vêtements et dans le carton, des draps et des couvertures. Soyez sages, mes petits, je vous écrirai. » Elle nous embrasse et elle s'en va en pleurant. Grand-mère rit très fort et nous dit « Des draps, des couvertures, chemises blanches et souliers laqués, je vous apprendrai à vivre, moi. » Nous tirons la langue à notre grand-mère. Elle rit encore plus fort en se tapant sur les cuisses. Les travaux. Nous sommes obligés de faire certains travaux pour grand-mère, sans quoi elle ne nous donne rien à manger et nous laisse passer la nuit dehors. Au début, nous refusons de lui obéir. Nous dormons dans le jardin, nous mangeons des fruits et des légumes crus. Le matin, avant le lever du soleil, nous voyons grand-mère sortir de la maison. Elle ne nous parle pas. Elle va nourrir les animaux, elle traite les chèvres, puis elle les conduit au bord de la rivière où elle les attache à un arbre. Ensuite, elle arrose le jardin et cueille des légumes et des fruits qu'elle charge sur sa brouette. Elle y met aussi un panier plein d'œufs, une petite cage avec un lapin et un poulet ou un canard aux pattes attachées. Elle s'en va au marché, poussant sa brouette dont la sangle, passée sur son cou maigre, lui fait baisser la tête. Elle titube sous le poids. Les bosses du chemin et les pierres la déséquilibrent, mais elle marche, les pieds en dedans, comme les canards. Elle marche vers la ville jusqu'au marché sans s'arrêter, sans avoir posé sa brouette une seule fois. En rentrant du marché, elle fait une soupe avec les légumes qu'elle n'a pas vendus et des confitures avec les fruits. Elle mange, elle va faire la sieste dans sa vigne, elle y dort 1 heure, puis elle s'occupe de la vigne ou, s'il n'y a rien à faire, elle revient à la maison,
elle coupe du bois, elle nourrit de nouveau les animaux, elle ramène les chèvres, elle les traite, elle va dans la forêt, en rapporte des champignons et du bois sec. Elle fait des fromages, elle sèche des champignons et des haricots. Elle fait des bocaux, d'autres légumes, arrose de nouveau le jardin, range des choses à la cave, et ainsi de suite, jusqu'à la nuit tombée. Le 6e matin, quand elle sort de la maison, nous avons déjà arrosé le jardin. Nous lui prenons des mains les seaux lourds de la nourriture des cochons, nous conduisons les chèvres au bord de la rivière, nous l'aidons à charger la brouette. Quand elle rentre du marché, nous sommes en train de scier du bois. Au repas, grand-mère dit « Vous avez compris, le toit et la nourriture, il faut les mériter. » Nous disons « Ce n'est pas cela. Le travail est pénible, mais regarder sans rien faire, quelqu'un qui travaille, c'est encore plus pénible, surtout si c'est quelqu'un de vieux. » Grand-mère ricane. « Fils de chienne, vous voulez dire que vous avez eu pitié de moi ?» Non, grand-mère. Nous avons seulement eu honte de nous-mêmes. L'après-midi, nous allons chercher du bois dans la forêt. Désormais, nous faisons tous les travaux que nous sommes capables de faire. L'ordonnance. Nous sommes couchés sur le banc d'angle de la cuisine, nos têtes se touchent. Nous ne dormons pas encore, mais nos yeux sont fermés. Quelqu'un pousse la porte. Nous ouvrons les yeux. La lumière d'une lampe de poche nous aveugle. Nous demandons « Qui est là ?» Une voix d'homme répond « Pas peur, vous, pas peur. Deux vous êtes ou moi trop boire ?» Il rit. Il allume la lampe à pétrole sur la table et éteint sa lampe de poche. Nous le voyons bien maintenant, c'est un militaire étranger, sans grade. Il dit « Moi, être ordonnance du capitaine, vous faire quoi là ?» Nous disons « Nous habitons ici, chez notre grand-mère. » Vous, petit-fils de sorcière, moi, jamais vu encore vous. Vous êtes ici depuis quand ? Depuis 2 semaines. Ah, moi être parti permission chez moi, dans mon village, bien rigolé. Nous demandons, comment se fait-il que vous parliez notre langue ? Il dit, ma mère naître ici, dans votre pays, venir travailler chez nous, serveuse dans bistrot, connaître mon père, se marier avec. Quand moi être petit, ma mère me parlait votre langue, votre pays et mon pays être pays ami, combattre l'ennemi ensemble. Vous deux venir de où ? De la grande ville. Grande ville, beaucoup dangers, boum boum. Oui, et plus rien à manger. Ici, bien pour manger. Pommes, cochons, poulets, tout. Vous restez longtemps ou seulement vacances ? Nous resterons jusqu'à la fin de la guerre. Guerre bientôt finie. Vous dormir là, banc nu, dur, froid, sorcière, pas vouloir prendre vous dans chambre ? Nous ne voulons pas dormir dans la chambre de grand-mère. Elle ronfle et elle sent mauvais. Nous avions des couvertures et des draps, mais elle les a vendus. L'ordonnance prend de l'eau chaude dans le chaudron sur le fourneau et dit « Moi, devoir nettoyer chambre. Capitaine aussi, revenir permission ce soir ou demain matin. » Il sort. Quelques minutes plus tard, il revient. Il nous apporte 2 couvertures militaires grises. « Pas vendre ça, vieille sorcière. Si elle être trop méchante, vous me dire. Moi, poum poum, je tue. » Il rit encore. Il nous couvre, éteint la lampe et s'en va. Pendant la journée, nous cachons les couvertures dans le galetas. Exercice d'endurcissement de l'esprit. Grand-mère nous dit « Fils de chienne », les gens nous disent. « Fils de sorcière, fils de pute », d'autres disent. « Imbécile, voyou, morveux, âne, goret, pourceau, canaille, charogne, petit merdeux, gibier de potence, graine d'assassin. » Quand nous entendons ces mots, notre visage devient rouge, nos oreilles bourdonnent, nos yeux piquent, nos genoux tremblent. Nous ne voulons plus rougir ni trembler. Nous voulons nous habituer aux injures, aux mots qui blessent. Nous nous installons à la table de la cuisine, l'un en face de l'autre, et en nous regardant dans les yeux, nous disons des mots de plus en plus atroces. L'un, fumier, trou du cul. L'autre, enculé, salopard. Nous continuons ainsi jusqu'à ce que les mots n'entrent plus dans notre cerveau, n'entrent même plus dans nos oreilles. Nous nous exerçons de cette façon 1 demi-heure environ par jour, puis nous allons nous promener dans les rues. Nous nous arrangeons pour que les gens nous insultent et nous constatons qu'enfin nous réussissons à rester indifférents. Mais il y a aussi les mots anciens. Notre mère nous disait « Mes chéris, mes amours, mon bonheur, mes petits bébés adorés ». Quand nous nous rappelons ces mots, nos yeux se remplissent de larmes. Ces mots, nous devons les oublier parce qu'à présent, personne ne nous dit des mots semblables
et parce que le souvenir que nous en avons est une charge trop lourde à porter. Alors, nous recommençons notre exercice d'une autre façon. Nous disons: mes chéris, mes amours, je vous aime, je ne vous quitterai jamais, je n'aimerai que vous, toujours, vous êtes toute ma vie. À force d'être répétés, les mots perdent peu à peu leur signification et la douleur qu'ils portent en eux s'atténue. Accusation. Un après-midi, l'ordonnance entre dans la cuisine. Nous ne l'avons pas vu depuis longtemps. Il dit: vous, venir aider, décharger le jeep. Nous mettons nos bottes, nous le suivons jusqu'à la jeep arrêtée sur la route devant la porte du jardin. L'ordonnance nous passe des caisses et des cartons que nous portons dans la chambre de l'officier. Nous demandons: monsieur l'officier viendra ce soir? Nous ne l'avons encore jamais vu. L'ordonnance dit: officier, pas venir. Hiver ici. Peut-être pas venir jamais. Lui, avoir chagrin d'amour. Peut-être trouver quelqu'un d'autre, plus tard. Oublier. C'est pas pour vous, des histoires comme ça. Vous, apportez bois pour chauffer chambre. Nous apportons du bois. Nous faisons du feu dans le petit poêle en métal. L'ordonnance ouvre les caisses et les cartons et pose sur la table des bouteilles de vin, d'eau de vie, de bière, ainsi qu'un tas de choses à manger. Des saucissons, des conserves de viande et de légumes, du riz, des biscuits, du chocolat, du sucre, du café. L'ordonnance ouvre une bouteille, commence à boire et dit: moi, chauffer conserve dans gamelle, sur réchaud à l'alcool. Ce soir, manger, boire, chanter avec les copains, fêter victoire contre l'ennemi. Nous, bientôt gagner guerre avec nouvelle arme miracle. Nous demandons: alors, la guerre sera bientôt finie? Il dit: oui, très vite. Pourquoi vous regardez comme ça nourriture sur la table? Si vous avoir faim, mangez chocolat, biscuits, saucisses. Nous disons: il y a bien des gens qui meurent de faim. Et alors, pas penser à ça. Beaucoup de gens mourir de faim ou d'autre chose. Nous pas penser, nous manger et pas mourir. Il rigole. Nous disons: nous connaissons une femme aveugle et sourde qui habite près d'ici avec sa fille. Elles ne survivront pas cet hiver. C'est pas faute à moi. Si, c'est votre faute. À vous et à votre pays, vous nous avez apporté la guerre. Avant la guerre, elle faire comment pour manger, l'aveugle et fille? Avant la guerre, elle vivait de charité. Les gens leur donnaient de vieux habits, de vieux souliers. Ils leur apportaient à manger. Maintenant, personne ne donne plus rien. Les gens sont tous pauvres ou ils ont peur de le devenir. La guerre les a rendus avares et égoïstes. L'ordonnance crie: moi, me foutre de tout ça. Assez, vous taire. Oui, vous vous en foutez. Et vous mangez notre nourriture. Pas votre nourriture. Moi, prendre ça dans la réserve de la caserne. Tout ce qui se trouve sur cette table provient de notre pays. Les boissons, les conserves, les biscuits, le sucre, c'est notre pays qui nourrit votre armée. L'ordonnance devient rouge. Il s'assied sur le lit, se prend la tête dans les mains. Vous croyez, moi, vouloir guerre et venir dans votre saloperie de pays? Moi, beaucoup mieux chez moi, tranquille, fabriquer chaises et tables, boire vin de pays, amuser avec filles gentilles de chez nous. Ici, tous méchants. Aussi vous, petits enfants, vous dire tout ma faute? Moi, quoi pouvoir faire? Si je dire, moi, pas aller dans guerre, moi, pas venir dans votre pays, moi, fusiller. Vous prendre tout, allez, prendre tout sur la table. La fête finie, moi triste, vous trop méchant avec moi. Nous disons: nous ne voulons pas tout prendre, juste quelques conserves et un peu de chocolat. Mais vous pourriez apporter de temps en temps, au moins pendant l'hiver, du lait en poudre, de la farine ou n'importe quoi d'autre à manger. Il dit: bon, ça, je peux. Vous venir avec moi demain chez l'aveugle, mais vous, gentil avec moi. Après, oui. Nous disons: oui. L'ordonnance rigole. Ses amis arrivent. Nous partons. Nous les entendons chanter toute la nuit.
l'achat du papier, du cahier et des crayons. Chez grand-mère, il n'y a pas de papier, ni de crayon. Nous allons en chercher dans le magasin qui s'appelle Librairie Papeterie. Nous choisissons un paquet de papier quadrillé, de crayons et un grand cahier épais. Nous posons tout cela sur le comptoir, face au gros monsieur qui se tient derrière. Nous lui disons « Nous avons besoin de ces objets, mais nous n'avons pas d'argent. » Le libraire dit « Comment ? Mais il faut payer. » Nous répétons « Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons absolument besoin de ces objets. » Le libraire dit « L'école est fermée, personne n'a besoin de cahier ni de crayon. » Nous disons « Nous faisons l'école chez nous, tous seuls, nous-mêmes. Demandez de l'argent à vos parents. » Notre père est au front et notre mère est restée à la grande ville. Nous habitons chez notre grand-mère, elle n'a pas d'argent non plus. Le libraire dit « Sans argent, vous ne pouvez rien acheter. » Nous ne disons plus rien, nous le regardons. Il nous regarde aussi, son front est mouillé de transpiration. Au bout d'un certain temps, il crie « Ne me regardez pas comme ça, sortez d'ici !» Nous disons « Nous sommes disposés à effectuer quelques travaux pour vous en échange de ces objets. Arroser votre jardin, par exemple, arracher les mauvaises herbes, porter des colis. » Il crie encore « J'ai pas de jardin, j'ai pas besoin de vous, et d'abord, vous ne pouvez pas parler normalement ?» Nous parlons normalement. Dire à votre âge « disposé à effectuer », c'est normal ça ? Nous parlons correctement. Trop correctement, oui. Je n'aime pas du tout votre façon de parler, votre façon de me regarder non plus. Sortez d'ici ! Nous demandons « Possédez-vous des poules, monsieur ?» Il tapote son visage blanc avec un mouchoir blanc. Il demande sans crier « Des poules ? Pourquoi des poules ? » Parce que si vous n'en possédez pas, nous pouvons disposer d'une certaine quantité d'œufs et vous les apporter en échange de ces objets qui nous sont indispensables. Le libraire nous regarde, il ne dit rien. Nous disons « Le prix des œufs augmente de jour en jour. En revanche, le prix du papier et des crayons... » Il jette notre papier, nos crayons, notre cahier vers la porte et hurle « Dehors ! J'ai pas besoin de vos œufs ! Prenez tout ça, ne revenez plus !» Nous ramassons les objets soigneusement et nous disons « Nous serons pourtant obligés de revenir quand nous n'aurons plus de papier ou que nos crayons seront usés. » Nos études. Pour nos études, nous avons le dictionnaire de notre père et la Bible que nous avons trouvée ici, chez grand-mère, dans le Galetas. Nous avons des leçons d'orthographe, de composition, de lecture, de calcul mental, de mathématiques et des exercices de mémoire. Nous employons le dictionnaire pour l'orthographe, pour obtenir des explications, mais aussi pour apprendre des mots nouveaux, des synonymes, des antonymes. La Bible sert à la lecture à haute voix, aux dictées et aux exercices de mémoire. Nous apprenons donc par cœur des pages entières de la Bible. Voici comment se passe une leçon de composition. Nous sommes assis à la table de la cuisine avec nos feuilles quadrillées, nos crayons et le grand cahier. Nous sommes seuls. L'un de nous dit « Le titre de ta composition est « L'arrivée chez grand-mère ». L'autre dit « Le titre de ta composition est « Nos travaux ». Nous nous mettons à écrire. Nous avons 2 heures pour traiter le sujet et 2 feuilles de papier à notre disposition. Au bout de 2 heures, nous échangeons nos feuilles, chacun de nous corrige les fautes d'orthographe de l'autre à l'aide du dictionnaire et en bas de la page écrit « bien » ou « pas bien ». Si c'est « pas bien », nous jetons la composition dans le feu et nous essayons de traiter le même sujet à la leçon suivante. Si c'est « bien », nous pouvons recopier la composition dans le grand cahier. Pour décider si c'est « bien » ou « pas bien », nous avons une règle très simple. La composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons. Par exemple, il est interdit d'écrire « Grand-mère ressemble à une sorcière », mais il est permis d'écrire « Les gens appellent grand-mère la sorcière ». Il est interdit d'écrire « La petite ville est belle », car la petite ville peut être belle pour nous et laide pour quelqu'un d'autre. De même, si nous écrivons « L'ordonnance est gentille », cela n'est pas une vérité,
parce que l'ordonnance est peut-être capable de méchanceté que nous ignorons. Nous écrirons donc simplement « L'ordonnance nous donne des couvertures ». Nous écrirons « Nous mangeons beaucoup de noix » et non pas « Nous aimons les noix », car le mot « aimer » n'est pas un mot sûr. Il manque de précision et d'objectivité. Aimer les noix et aimer notre mère, cela ne peut pas vouloir dire la même chose. La première formule désigne un goût agréable dans la bouche et la deuxième un sentiment. Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues. Il vaut mieux éviter leur emploi et s'en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c'est-à-dire à la description fidèle des faits.